Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Et oui, je n'ai toujours pas changé de maquillage, toujours pas changé de tenue. On est toujours dans la troisième vidéo que je vous tourne d'affilée. C'est une papote lecture et ne clignez pas trop vite des yeux parce que mon Dieu, on va passer d'un genre littéraire à un autre. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Ici, j'ai envie de vous dire. On va commencer par quoi? Par je sais pas quoi. On va commencer par ce livre, Adam Binder, Le sorcier des plaines. Donc c'est le tome 1, publié chez Milady. Écoutez, je l'ai reçu à un prix tout doux, prix d'amis, c'est-à-dire gratos. Par Ludo de non, c'est le petit monde de Ludo maintenant, pardon, j'allais dire son ancien pseudo. Il l'a lu et il m'avait dit j'ai pas envie de le garder, j'ai pas besoin de le garder et je pense pas lire la suite et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi certains peuvent avoir des réticences sur ce livre. C'est un livre rempli de magie, c'est à la fois pas de la fantaisie, mais en même temps c'est de la fantaisie, et c'est pas du fantastique, mais à la fois c'est du fantastique. Donc c'est un truc un petit peu entre les genres, voyez-vous. Ce que je dois vous dire avant toute chose, c'est que en anglais ça s'appelle donc Le sorcier des plaines en français. Et on a cette impression tout le long du livre d'être exposé aux quatre vents dans une plaine. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu quand j'ai refermé le bouquin. Je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir passé ma journée et mes jours à le lire en extérieur, exposé aux quatre vents. Voilà, donc pour ça, l'auteur a déjà réussi très bien son coup. Comme je vous ai dit, c'est pas du fantastique, mais en même temps oui, c'est pas de la fantaisie, mais en même temps oui, puisque on suit ici Adam, ou Adam, un jeune homme, cassos, hein, c'est ce qu'on appelle les white trash en anglais, en américain. Je sais pas si vous si vous avez déjà entendu ce terme, c'est l'équivalent des baraquis en Belgique, hein, très clairement. Donc il vit dans une espèce de camping là, avec des motorhomes, des mobilhomes, avec sa vieille tante, sa vieille grande tante qui est assez âgée et qui, comme lui, a un don pour la magie. Il vivote en fait, hein, Adam. Il vivote de petits travaux, de petits coups de main qu'il peut donner aux voisins, etc. En sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens non plus. Donc voilà. Et sa mission, comme il est magicien, selon lui, c'est de mettre la main sur des artefacts magiques et de les restituer aux bons propriétaires ou de mettre au repos, etc. Cet artefact magique, en gros. Il fait ça en fait pour retrouver son père qui a disparu quand il était enfant. En sachant que donc il y a déjà ce premier traumatisme là, donc son père est parti quand il était enfant, et deuxième traumatisme, son grand frère Bobby n'a rien trouvé de mieux que de le faire interner quand il était adolescent, parce que était jugé comme schizophrène, avec de gros soucis mentaux, etc. Tout simplement parce que Adam a la double vue en fait et peut se rendre dans le monde en gros des faits et ainsi de suite. Il voit l'autre monde, quoi, en gros. Ce que son frère, qui est médecin, ne pouvait absolument pas comprendre. Donc ça a créé quand même... ça a jeté un pavé dans la mare et un grand froid, hein, dans la famille, comme vous pouvez vous en douter. Et Adam a enfin pu quitter cet hôpital psychiatrique. Et donc, voilà, il vivote dans son motorhome avec sa vieille tante et il vit de ce qu'il peut. Jusqu'au jour où en fait son frère Bobby, qui est un médecin à Denver qui réussit bien, l'appelle parce que sa femme ne va pas bien et qu'il suspecte qu'il y a un truc magique derrière tout ça. Donc voilà, sa belle-sœur en gros est possédée. Donc il va se rendre à Denver pour l'aider, mais ça va pas super bien se passer. Voilà, c'est un roman, je dirais, écrit par quelqu'un de la communauté LGBT, QA+, donc queer. Et donc il y a un espèce de sentiment un peu cosy comme ça. Voilà. Je sais pas comment le décrire autrement pour toute personne membre de la communauté. Je trouve que, je sais pas, c'était un peu comme enfiler ses pantoufles ou quoi. Je sais pas l'expliquer autrement.
Mais il y avait cette ambiance quand même très particulière du fait d'avoir cette impression d'être exposé aux quatre vents, comme Adam finalement, qui se sent un peu déraciné. Moi j'ai vraiment eu cette impression de ressentir la même chose que lui, et d'être ballotté comme ça par le vent, et ainsi de suite. J'ai eu un peu de mal à comprendre l'univers, comment est-ce qu'il pouvait voir... être là, je sais pas moi, face à mon armoire et face à ma caméra, mais derrière, il voit autre chose, le monde caché, le monde magique. Bref, ça j'ai eu un petit peu de mal à comprendre, mais voilà, si vous cherchez un livre un petit peu cosy, comme ça, je peux que vous le recommander. Et honnêtement, je pensais lire le premier tome et m'en débarrasser, tout comme Ludo. Et puis, en l'ayant refermé, je me suis dit, en fait, j'ai envie de lire le tome 2 et le tome 3. J'ai hâte de mettre la main dessus. Donc, ils viendront très probablement et très prochainement rejoindre ma bibliothèque. Changeons un petit peu de style. J'ai lu il y a quelques temps déjà, enfin non, c'était au début de l'été, quand j'étais en vacances, j'ai lu ce livre de Séverine Mikan, donc c'est le tome 2 de Fragments d'éternité, et c'est New York 1954. Je vous en ai déjà parlé dans mon book haul, je vais essayer d'être un petit peu plus détaillée. Voilà, New York 1954, c'est une drôle d'époque, hein. On est quand même dans des années vertueuses d'après-guerre, on va dire ça comme ça, où il y a un espèce de boom économique qui s'installe tout doucement, puisque l'Amérique est proche de sa toute-puissance, on va dire ça comme ça. Et on va suivre Nathan, ou Nathan, qui vit à Manhattan. Et en fait, il est photographe. Donc on est en 1954, hein, donc il fait de la photographie en noir et blanc. Et un jour, sur son chemin, il va rentrer dans quelqu'un et tomber et s'étaler, enfin, et l'autre personne surtout. Et cette autre personne, en fait, c'est Neil. Et il va avoir un espèce de coup de foudre artistique pour Neil, même pas un espèce de coup de foudre artistique, il va avoir un coup de foudre artistique. Et en fait, il va se découvrir que Neil est sa muse. Alors, si on n'était pas à New York en 1954, mais à l'heure actuelle, même à New York ou ailleurs en Belgique par exemple, etc., ces deux-là se seraient trouvés et vivraient le parfait amour sans se poser de questions. Sauf qu'on est à New York en 1954, dans une Amérique extrêmement homophobe, extrêmement hétéronormée, et donc il faut être prudent et pas faire n'importe quoi. Surtout que Nathan, en fait, il a eu une première expérience amoureuse quand même très marquante, mais dans le mauvais sens, je vais dire ça. C'est pas traumatisante, mais ça s'apparente quand même à ça. Et donc, ils doivent un petit peu se découvrir et vivre leur amour, leur début d'amour derrière les murs et en secret. Donc, c'est pas si simple que ça. Neil, c'est un être que Nathan perçoit comme quelqu'un d'extrêmement lumineux, de fragile, mais également de précieux qu'il doit protéger à tout prix. Et ça risque de mettre finalement des bâtons dans les roues de leur relation. Et donc dans Fragments d'éternité, on est dans une histoire absolument douce amère, je dirais. C'est pas une romance pour moi en tant que telle, je pense que c'est plus un drame. C'est peut-être classé comme ça, hein, je sais pas, dans le rayon romance, etc. Je trouve que c'est plus... Voilà, un roman qui pourrait, si c'était publié dans une autre maison d'édition, format poche, etc., on dirait pas que c'est de la romance, voilà, très honnêtement. Moi, j'ai extrêmement apprécié la plume de Séverine Mikan que je découvrais là. Je l'ai trouvée poétique, je l'ai trouvée extrêmement précise, très recherchée et raffinée. Voilà, c'était pas nécessairement ce à quoi j'étais habituée dans les romances MM, dans les livres gays qui peuvent être publiés, etc. Pour moi, ça dépassait le genre et le style, et je vous conseille de ne pas enfermer ce livre justement dans cette catégorie, dans ce genre.
dans ce sous-genre de la romance gay. Trouvé ici sur Vinted dans une première édition. Je pense que la saga est rééditée près d'une autre maison d'édition et que tous les tomes sont illustrés, mais je suis pas certaine de ce que j'avance, je me suis pas totalement renseignée. Savoir qu'il y a 4 tomes dans cette série pour le moment, celui-ci c'est le numéro 2. Honnêtement, je n'ai pas lu le 1 et ça ne posait aucun problème pour suivre l'histoire. Je pense qu'on suit des couples totalement différents d'un roman à l'autre, donc allez-y, n'hésitez pas. Et en faisant une petite recherche sur Vinted, je sais qu'il est encore en vente. En tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Alors on reste un petit peu dans le même style, quoique, je sais pas trop. À nouveau je vous ai parlé de ce livre dans mon book haul et le suivant aussi. Mais restez bien jusqu'au bout parce que le dernier je n'en ai pas parlé dans mon book haul. Le pacte de Luc d'Isabelle Lesteplume. J'ai essayé de pas trop spoiler lors du book haul. Je vais essayer de pas spoiler ici, mais en même temps il y a tellement de choses positives que j'ai envie de dire et qui constituent des spoils que c'est un petit peu beaucoup frustrant. Donc je pense que vous savez maintenant mon amour pour les romans d'Isabelle Lesteplume. C'est pas la peine, je pense que je vous réexplique de pourquoi, quoi, qu'est-ce, comment, etc. Hein. Je vous en parle dans quasiment chacune de mes vidéos YouTube ces derniers temps. Donc voilà, si vous n'avez pas compris, pour moi c'est une référence et c'est vraiment une autrice où désormais j'achèterai les yeux fermés parce que j'aime beaucoup. Donc dans ce roman, on va suivre Luc, qui est un jeune homme qui veut faire un pacte avec un démon pour sauver l'âme de son petit ami. Sauf qu'en fait, tout va tourner à la catastrophe parce que son petit ami est un sombre salaud, hein, et une raclure de bidet, voilà, comme ça c'est dit. Et donc Luc se rend compte très vite, après avoir passé le pacte avec le démon, c'est dans l'instant même, qu'en fait son petit ami ne méritait pas qu'il vende son âme à un démon. Et donc il décide de quitter notre monde. Il passe à l'acte, malheureusement, et il se retrouve précipité en enfer, où par un jeu de circonstances, il va se retrouver devenir le secrétaire du démon auprès duquel il a passé un pacte. Ce démon, c'est Asmodée. C'est le démon de la luxure à la base, c'est un tentateur, sauf qu'il a été rétrogradé. Et depuis ça se passe pas très bien pour lui, c'est un petit peu compliqué ce qui se passe en enfer, etc. Et donc Luc, lui, il se retrouve dans cet univers totalement différent du sien, il doit en comprendre les règles. Et le problème, c'est qu'Asmodée se retrouve emmêlé et emberlificoté dans un complot absolument dingue. Et donc Luc va se retrouver mêlé à tout ça, quoi. Il y a énormément de retournements de situation. Comme je vous l'ai dit dans le book haul, moi quand je suis arrivée à la moitié, j'étais là, ok, mais ça se passe bien pour nos deux personnages principaux. Et puis quoi, on va s'emmerder, le reste du bouquin, quoi. Arrivé à la moitié, je me suis dit, on est à la moitié. Pour moi, on est bon, enfin, ils sont déjà ensemble. Donc, que va nous sortir l'autrice de son chapeau? Et elle nous a sorti des trucs, mais absolument géniaux. Donc, autant le début, je trouvais ça extrêmement rapide. Puis, arrivé au milieu, je me suis dit, c'est trop lent, elle aurait pu arrêter le bouquin ici. Et puis, paf, surprise, quoi. C'est comme si je m'étais pris mon livre en pleine tronche. Et j'étais là en mode, ah ouais, en fait, je l'avais pas vu venir. Ça, c'est vraiment bien. Et donc, je me suis retrouvée happée dans un complot que, à la base, je m'étais dit, ouais, ça va juste nous distraire de la romance, c'est histoire de mettre des obstacles sur la route de nos deux protagonistes dans leur histoire d'amour. Et pas du tout. Pas du tout, c'était beaucoup plus subtil que ça en fait et beaucoup mieux travaillé et amené que ce que je ne pensais. Et donc c'était absolument génial. Donc j'ai beaucoup aimé. C'est un espèce de côté mythologique et réflexion philosophique tout au long du bouquin. Donc j'ai beaucoup aimé. Le seul petit bémol que j'ai, je vous le dis en toute honnêteté, c'est l'épilogue. Alors je comprends pourquoi l'autrice a écrit cet épilogue, mais pour moi il est un peu trop facile. C'est exactement ce qu'on attendait et il est légèrement trop facile. Mais voilà, c'est mon seul et unique bémol. Et franchement, d'un côté, quand je lis cet épilogue, je suis contente de le lire, quoi. Hein. Elle ne l'aurait pas écrit comme ça, j'aurais été vraiment déçue. Mais voilà, il y avait peut-être moyen de continuer le truc,
de proposer autre chose comme fin, plutôt que cette fin très chamallow. Donc voilà, sachez-le. Mais c'est un livre que j'ai énormément apprécié pour l'inclusion qu'il y a dedans, pour la représentation qu'il y a dedans. Il y a un personnage non binaire, c'est écrit, donc on parle de ce personnage en Yel, et c'est comme ça tout du long, il n'y a pas une seule erreur. Représentation aussi pour un personnage asexuel, ce que j'ai trouvé hyper intéressant parce que c'est encore très 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 rare. Voilà, donc j'ai tout aimé dans ce bouquin, quoi. Je pense vous avoir tout dit, et si au bout de 2 vidéos je suis toujours pas arrivée à vous convaincre, je sais pas ce que je dois faire, mais allez acheter Isabelle Lesteplume, allez acheter Le Pacte de Luc, et lisez s'il vous plaît, lisez-le surtout, ne le laissez pas moisir dans votre bibliothèque. Bon, je vous parle aussi d'un livre à nouveau dont je vous ai parlé dans le book haul, et je vais aller assez vite dessus je pense. C'est Le Harem de l'Alpha de Charlie Dark, et donc c'est dans... c'est je sais plus le nom de la saga. Je vous ai expliqué pourquoi ce livre m'intriguait, etc., comment je me le suis procuré, et ainsi de suite dans mon book haul. Donc ici je vais me concentrer sur le résumé et sur mon avis. Donc on va suivre ici dans le harem des alphas un jeune homme, Altaïr, dans un univers alpha, bêta, oméga. Donc si vous n'en avez jamais lu, il faut le savoir, c'est un trope, c'est un système très très différent de notre société, etc. Où en fait, nous dans notre société, on a les genres masculins, féminins, et là dans une société comme ça, les genres sont alpha, bêta et oméga. Donc les alphas sont tous les clichés alpha, etc. Je vous laisse imaginer le truc. Dominant, géniteur, etc. Et on a les omégas finalement au bout de la chaîne, qui sont les personnes nourricières qui vont porter les enfants, les éduquer, et voilà, avec des statures, des carrures un petit peu plus androgynes, féminines, etc. Et entre les deux, on a les bêtas qui ne sont pas soumis peut-être autant à leurs hormones que les alphas et les omégas. Bref, voilà, ça c'est pour l'univers dans lequel on est. On est dans un univers oriental, donc ça j'ai extrêmement apprécié. Et on a un vali, donc le gouverneur d'une province pour le sultan, absolument cruel et ignoble, qui trouve que son fils est un petit peu trop tendre, donc il va l'envoyer à la guerre pendant 3 ans, faire la guerre pour lui pendant 3 ans. Le gars, donc Altaïr, il va revenir, il a 20 ans, il revient auprès de son père, vainqueur, conquérant, etc. Et il sait qu'avec son père, il doit marcher sur des œufs et vraiment faire les choses bien pour que son père ne puisse absolument rien lui reprocher. Le souci, c'est qu'Altaïr, il a pu rencontrer un oméga du harem de son père. Donc quand on parle du harem de l'alpha, c'est pas le harem de Altaïr, c'est le harem du vali. Et donc dans ce harem se trouve Tolal, un jeune homme qui arrive en bout de course en fait. C'est un oméga, il a vécu comme le préféré du vali, et puis c'est une longue descente. Une fois que tu as atteint ton apogée, tu ne peux pas rester au sommet, tu ne peux pas rester le préféré du vali, parce qu'il y a toujours d'autres omégas, d'autres personnes, d'autres concubins ou concubines qui peuvent arriver dans le harem, et donc il vit une espèce de déchéance très très dure, puisque le vali se montre très cruel avec lui et le prête à d'autres alphas, enfin bref, vous imaginez quoi. Donc il y a énormément de choses très problématiques dans les univers alpha, bêta, oméga, dans celui-ci aussi. Le vali, comme je vous ai dit, est immonde, ignoble, une raclure de bidet, et ce qui arrive à Tolal est juste impardonnable et inacceptable. N'empêche que ce personnage essaye de rester fort, de survivre à tout ça et de trouver de l'espoir dans sa situation malgré tout, et de rester digne, on va dire ça comme ça. Mais il arrive au bout du bout aussi de ça. Il n'a plus beaucoup d'espoir, il ne voit plus de fuite, il ne voit pas comment sa situation pourrait s'améliorer. Jusqu'au jour où Tolal revient, et Tolal en fait il est très amoureux, jusqu'au jour où Altaïr revient, et Altaïr en fait il est très 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 amoureux de Tolal, sauf qu'il va y avoir énormément d'obstacles sur leur chemin pour qu'ils puissent se découvrir déjà et tomber amoureux l'un de l'autre et vivre une relation.
C'est un livre avec énormément de rebondissements, de retournements de situation. C'est un livre qui, pour moi, s'approche le plus, c'est ce que je pourrais lire de plus proche de la dark romance. C'est pas de la dark romance en soi, parce que les deux personnages principaux n'ont pas une relation, vous voyez, d'un dominant-dominé, bien que si, enfin si on analyse le truc, on se dit oui, mais je trouve que la relation, voilà, l'autrice a échappé quand même à énormément de pièges de cet univers-là, du fait que la relation aurait pu être entièrement problématique et ainsi de suite. Alors si on va vraiment analyser dans le détail, c'est très problématique, voilà. Il y a un côté, moi j'ai ce côté, j'aime et en même temps j'aime pas, hein. Très très honnêtement. Mais j'ai en tout cas beaucoup apprécié la plume de l'autrice, l'univers qui est développé, qui est déjà c'est une espèce de romantaisie, hein, enfin oui et non, il n'y a pas de magie. Je prends la liberté de le classer dans romantaisie, mais c'est pas vraiment de la romantaisie, hein, très honnêtement. Mais voilà, elle a évité quand même beaucoup d'écueils. J'ai fortement apprécié le fait que l'univers soit imaginé dans un Moyen-Orient fantasmé, hein, mais voilà, que ce soit pas quelque chose de ce qu'on voit habituellement par rapport à la mythologie du monde, etc. etc. Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire aussi? Ah oui, j'ai beaucoup apprécié la plume de l'autrice. Les bémols que j'ai, bah voilà, c'est ces relations toxiques, hein, qu'il y a, le Vali est absolument ignoble, etc. Il y a d'autres personnages immondes, hein, dans ce roman, sachez-le. L'autre petit bémol que j'aurais, c'est sur l'édition. Voilà, la maison d'édition Junos, je sais que c'est une toute petite maison d'édition. Ils ont le mérite d'exister et de faire leur travail avec cœur, etc. Mais personnellement, ce style de mise en page ne me plaît pas beaucoup. J'ai trouvé que le texte n'était pas suffisamment aéré, l'interligne. En fait, je parle de l'interligne. Pour moi, il aurait dû être plus grand. La marge ici sur le côté, pour moi, aurait dû être légèrement plus grande. Maintenant, je comprends qu'ils veulent économiser du papier, hein, donc ça, je comprends totalement. Et le papier est très blanc. Voilà. Et moi, je n'aime pas lire sur du papier blanc. Donc, ce papier est trop blanc à mon goût. Et ça rend un peu la lecture désagréable, j'ai envie de dire, quand c'est écrit trop sur du papier trop blanc, ça a un effet de reflet comme ça, etc. Donc voilà, donc ça c'est un tout petit bémol, mais je tenais quand même à vous le dire. Mais je sais aussi pourquoi ça arrive, c'est parce que c'est une toute petite maison d'édition. Et donc voilà, c'est des choses totalement normales pour ça. Par contre, la couverture, j'ai adoré, elle est soft touch comme ça, elle est hyper agréable à manipuler. Le livre en lui-même, ou sinon, c'est un bel objet, hein. Et Charlie Dark a été trop mignonne dans... Je trouve déjà ses dédicaces, de ses remerciements, et le fait qu'elle explique donc que c'est pour son fils. Elle dit: pour toi Elliot, qui dans la beauté de ton apprentissage me murmurait Tolal pour me parler des étoiles. Tu es mon inspiration, ma joie et ma force, je t'aime de toute ma vie. C'est absolument mignon et charmant, etc. Et elle a fait une superbe dédicace. Et d'ailleurs Isabelle Lesteplume aussi a dédicacé, comme je l'ai acheté dans une box. Et à chaque fois les autrices, elles se donnent, quoi, elles écrivent beaucoup. C'est pas juste je te signe le truc, etc. Donc c'est vachement apprécié et appréciable. Il est temps de quitter l'univers des romances et de passer à un roman totalement différent. Est-ce que vous êtes prêts? Et oui, Monsieur Toussaint l'ouverture dans sa collection Monsieur Toussaint l'aventure a encore frappé. Voilà, j'ai lu et adoré, je vous le dis déjà, Zephyr Alabama de Robert McCammon. J'aime bien parce qu'il y a une petite citation derrière. Je compris alors que c'était ce qu'était le courage, c'était aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même. Donc c'est une magnifique édition comme ça en hardback, sans jaquette, de chez Monsieur Toussaint l'aventure, la collection. Monsieur Toussaint l'aventure, c'est la collection jeunesse, j'ai envie de dire. Et j'ai aimé tout dans ce livre. J'ai commencé à le lire lors d'un stream Twitch et j'ai lu à voix haute la première page. Je me dis, c'est magnifique, c'est magnifique. L'écriture est sublime, la plume est sublime. Et je sais pas quoi dire sur ce bouquin, mis à part, mais lisez-le, achetez-le. Donc moi je l'avais acheté, je l'ai trouvé sur Vinted, hein. Et je suis passée à l'achat parce que j'en avais discuté avec Laurent de la chaîne Lado Vintage.
Je sais pas si vous le suivez, mais Laurent fait des lectures totalement différentes des miennes. Donc c'est très intéressant pour moi d'aller voir ses vidéos, d'aller voir ses book hauls, d'aller voir ce qu'il lit, etc. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. Et donc ça c'est très drôle. Et c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant avec qui j'aime bien échanger de temps en temps sur Instagram. Et donc il m'avait dit c'est magnifique, c'est un coup de cœur, je l'adore, c'est un de mes livres préférés, faut que tu le lises et ainsi de suite. Donc je l'avais acheté. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de suivre sa recommandation. Je comprends totalement pourquoi c'est son livre préféré. C'est un roman qui rentre dans mon top 10 de tous les temps, en toute honnêteté. Parce que, un, il est bien écrit. Parce que, deux, ça touche des thèmes qui, moi, me touchent personnellement beaucoup et que je valide à 100%, etc. Mais vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi l'histoire? Donc l'histoire, c'est l'histoire de Zéphyr en Alabama. Zéphyr, c'est une petite ville d'Alabama dans laquelle vit notre héros. Je crois que j'ai oublié son nom. Voilà. Il s'appelle Cory. Oula, je m'éclaire fort là avec le livre. C'est pas écrit sur du papier blanc, mais avec la luminosité là, je vais pouvoir bronzer. Donc Cory habite à Zéphyr en Alabama avec son papa, sa maman. Son papa est laitier et on est en 1964 ou 1963. Et donc son père fait encore les livraisons avec les bouteilles de lait au fur et à mesure le matin, etc. quoi. Et il va déposer les bouteilles en verre de lait chez les personnes qui en commandent. Sa maman, elle, je pense, est mère au foyer, comme ça se passait souvent dans les années 60. Et Cory est un petit garçon très vif, très créatif, avec énormément d'imagination. Et il sait déjà que son rêve, c'est de devenir auteur, écrivain. Il va nous raconter en fait son enfance dans cette petite ville d'Alabama où il y a encore de la ségrégation raciale qui est énorme. On parle en effet des marches, c'est clairement mentionné, Cory nous explique tout ça, le point de vue des gens qui l'apprécient, des gens qu'il pense absolument gentils et qui finalement sont racistes à souhait. C'est un espèce donc de roman historique à travers les yeux d'un enfant de l'époque. Je pense que Robert McCammon s'inspire énormément de son propre vécu pour pouvoir écrire ça. Et comme c'est un enfant, Cory, et que c'est lui le narrateur, eh bien il a ce pouvoir de l'imagination, ce pouvoir créatif et ce pouvoir de croire que ce qu'il imagine est réel. Et donc il y a des moments, il y a des chapitres, on se dit attends mais c'est du fantastique là, on a totalement viré là-dedans. Et non en fait, c'est juste un enfant qui nous raconte ce qu'il pense être possible. Donc j'ai adoré ça, ce côté très imaginaire, pas naïf mais presque, et qui est absolument rafraîchissant et charmant. Et puis parallèlement à ça, dans le récit, on a des moments très sombres. Parce que son papa en fait est très déprimé, il est dépressif et il ne va pas bien du tout depuis qu'un jour, en faisant la tournée, et Cory l'accompagnait, une voiture a déboulé et s'est enfoncée dans le lac de Zéphyr. Et malheureusement ce lac est trop profond et donc les secours ne pourront jamais repêcher en fait la voiture, mais son papa lui a plongé et a eu le temps d'essayer de sauver cet homme pour se rendre compte qu'en fait il était totalement massacré. Et qu'il était menotté au volant de sa voiture, qu'il était défiguré et en plus étranglé avec une corde de piano. Et donc ça travaille énormément le papa de Cory et Cory également qui se disent qu'en fait dans leur communauté, à Zéphyr, il y a un assassin. Et tout le long du roman, en fait, ça va poursuivre les personnages. On a cette impression de course contre la montre, d'essayer de trouver qui est l'assassin. Qui est l'assassin, qui a osé parjurer finalement et salir le jardin d'Éden qu'est Zéphyr pour Cory. Donc c'est un espèce de roman initiatique. On suit au tout début un jeune garçon qui devient un adolescent et qui va devenir à la fin du récit un homme. Je vais pas vous en dire plus sur l'intrigue principale. Sachez qu'on a en fait les 4 saisons qui se retrouvent au fur et à mesure du roman. Pour moi ça devrait être adapté en film, ça devrait même être adapté en série, tellement c'est magique et je suis extrêmement contente d'avoir lu ce roman et je lirai avec grand plaisir d'autres écrits de cet auteur, même si je sais qu'il a écrit dans d'autres styles et que celui-ci en fait lui a fait perdre un petit peu en popularité,
tellement ce roman est différent de ce qu'il pouvait écrire de d'habitude. Mais voilà, croyez-moi, la plume est sublime et je peux que vous recommander ce titre. Allez, foncez l'acheter et lisez-le de toute urgence, vraiment. Vous l'avez peut-être remarqué, dans cette papote lecture, je n'ai eu que des avis dithyrambiques et positifs. Et honnêtement, je n'ai pas menti. J'ai apprécié toutes les lectures dont je viens de vous parler. Il me reste maintenant à conclure la vidéo en vous remerciant de la regarder à chaque fois jusqu'au bout, de regarder mes vidéos tout simplement et de me soutenir par un like, par un commentaire ou même par un message privé sur Instagram. Merci aussi de me suivre là-bas sur cette plateforme et également sur Twitch lors de mes streams. Vraiment, ça me fait chaud au cœur et j'ai l'impression de tout le temps me répéter et de vous dire la même chose, mais ça me touche énormément, toutes les petites remarques, toutes les petites attentions et les messages que vous pouvez m'envoyer. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me dire quelles sont vos dernières lectures coup de cœur, et si vous ne savez pas quoi me dire, juste un petit emoji, ça fait aussi également extrêmement plaisir. Moi je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote et sur les réseaux sociaux et bye bye.